Pouvez-vous vous présenter succinctement, Paul-Antoine Martin? Pourquoi ce livre et pourquoi ce témoignage, ce récit extrêmement fort et puissant? Eh bien, j'ai 56 ans, je suis de formation ingénieur, ingénieur central Supélec. J'ai une carrière qui s'est partagée pour moitié dans le privé, chez deux grandes multinationales, une anglo-saxonne et une française. Et puis l'autre moitié, je l'ai accomplie dans le parapublic, on va dire, ou dans un établissement public géré par l'État, qui est donc un grand port maritime français. Les grands ports maritimes français sont gérés par l'État. Ils ont les mêmes statuts qu'une société anonyme, mais capitalisés à 100% par l'État, suite à la réforme des ports de 2010-2011. Et pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Parce que j'ai vécu de l'intérieur la situation des grands ports maritimes français qui devraient être ils devraient être les piliers de l'économie française. Et j'ai côtoyé pendant donc une quinzaine d'années des hauts fonctionnaires du corps des ponts et de l'ENA, à la fois par les relations que je pouvais avoir avec le ministère, à la fois de Bercy et le ministère des Transports. Voilà. Puisque j'étais dans un grand port maritime, membre d'un directoire, donc j'étais cadre dirigeant dans un grand port maritime. Et pourquoi j'ai voulu faire ce livre? Parce que, en tant que citoyen, aujourd'hui, je considère que c'est de ma responsabilité de dire aux Français quelle est la situation de leurs grands ports, ces grands ports qu'ils connaissent très peu, qui sont très peu médiatisés et dont la situation économique est très peu médiatisée, alors que ces ports, comment dire, par leur manque de performance, pénalisent très fortement l'économie française. Donc j'ai considéré que c'était de ma responsabilité en tant que citoyen de dire les choses. Et donc nous retrouvons cette caste dans les ports, qui pilote les ports, et pour revenir sur notre précédente évocation, pilote alors vous employez le terme, en subtile complicité avec la CGT. Je vous ai coupé, donc expliquez-nous ce qu'il en est justement de ce jeu de dupes qui n'en est pas forcément un. C'est un jeu qui a, je pense, totalement enlisé les ports, donc depuis plusieurs décennies. Vous avez à la tête, comme je le disais, donc une caste. Qu'est-ce qu'une caste? Je ne le dis pas de façon péjorative. Une caste, la définition d'une caste, c'est un groupe fermé qui dispose de privilèges exceptionnels et qui sont tellement jaloux de leurs privilèges, de leur statut et de leur supériorité, ils sont convaincus de leur très grande supériorité intellectuelle, et ils sont donc tellement jaloux de leurs avantages qu'ils vont fermer la porte à toute autre personne qui ne serait pas membre du corps des ponts. Donc ils s'arrogent, de par leur position de pouvoir, puisqu'ils ont atteint donc, des postes très importants dans la République, ils disposent d'un pouvoir important pour régner en maître sur des secteurs et pouvoir en fait s'auto-nommer dans ces différents postes et garder la maîtrise des secteurs. Et donc, finalement, cette caste qui s'autogère et autogère en fait des secteurs entiers donc, de l'économie, institue en son sein une grande complaisance entre les différents membres, institue une auto-amnistie et finalement une impunité. Donc vous avez à la tête une caste, un pôle vraiment fermé, qui finalement a créé une sorte de complicité avec le corporatisme cégétiste. Et tous les deux, ils s'arrangent en fait pour tenir la situation comme elle est aujourd'hui dans une, je dirais même pas une cogestion, parce que gestion, enfin, ça suppose une gestion, c'est une co-administration. Donc ils s'entendent entre eux. Et d'ailleurs, la CGT réagit très peu à mon livre. Très très peu, même pas du tout. Même si en off, j'ai des messages qui me soutiennent, qui m'encouragent, etc. Mais il n'y a pas de communication publique sur le sujet. Et les deux, finalement, s'entendent dans une complicité pour tenir le système comme il est, à leur avantage,
pour leur avantage mutuel. Vous parliez justement, pour revenir à cette notion d'avantage, quels sont les privilèges, ces privilèges exorbitants que vous connaissez, que nous avez été le témoin par rapport à ces hauts fonctionnaires, ces membres de la caste? Alors, je vais en citer quelques-uns qui vont paraître délirants pour le citoyen lambda et révoltants. Tout un chacun rend des comptes dans sa vie professionnelle. Tout un chacun est responsable de ses actions et s'il fait une faute professionnelle, s'il fait des erreurs graves, eh bien, il encourt le licenciement ou il encourt des sanctions. Eh bien, le haut fonctionnaire d'un grand corps ne risque rien, absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette complaisance interne entre eux et jamais il faut afficher à l'extérieur la faute d'un des membres. Parce que ça péjorerait la qualité du corps au global. Et il faut que le corps reste prestigieux. Donc tous les membres du corps sont considérés comme supérieurs, extrêmement intelligents, extrêmement compétents. Donc ils n'ont aucun risque, ils ont la carrière garantie, le salaire progressif garanti et les honneurs à la fin de la carrière. Donc ça c'est un premier type de privilège, alors que le citoyen lambda, lui, il est soumis à la précarité, aujourd'hui, qui est de plus en plus grandissante. Autre privilège, c'est que je disais qu'ils ne rendent pas compte. En fait, c'est un petit peu faux, parce qu'ils vont rendre compte, mais de façon très subtile. C'est-à-dire que ceux à qui ils rendent compte, les contrôleurs, ceux qui viennent les contrôler, appartiennent au même corps qu'eux, le plus souvent. Ce qui fait que le contrôleur contrôle quelqu'un qui finalement est son confrère. Et le contrôleur peut demain devenir le contrôlé du contrôlé. Ce qui fait qu'il y a une complaisance qui se fait entre eux, il y a une entente, une connivence, qui fait que les erreurs ne sont pas remontées, ne sont très peu mentionnées. Un autre privilège exorbitant, c'est que normalement la Cour des comptes est une institution qui a pour rôle de contrôler de façon tout à fait indépendante le fonctionnement de la haute administration et de l'administration en général. Mais la Cour des comptes, elle émet des avis, elle émet des recommandations, elle n'émet pas des injonctions. Et moi, j'ai entendu régulièrement, donc Ursi, par exemple, qui est le protagonisme de l'ouvrage, dire « mais la Cour des comptes, on s'en fout ». Mais on s'en fout de la Cour des comptes. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Ça aussi, c'est un privilège énorme, c'est-à-dire de pouvoir se dire, dans sa vie professionnelle, je rends compte quasiment à personne, et si je fais quelque chose de mal, même si on me dit ce que tu as fait n'est pas bon, je n'encours rien. Et donc le dernier, plus grand privilège, qui est un privilège exorbitant dont il dispose, c'est l'impunité. Et moi, j'ai été témoin, et été témoin personnellement aussi, que même sur des sujets qui impliquent leur responsabilité pénale, c'est très lourd ce que je vais dire, eh bien, ils ont un corps qui les protège et qui va masquer ce qu'ils ont fait. Donc c'est quand même un endroit, effectivement, de la République qui est tout à fait à part, et on s'imagine que cet endroit est un endroit particulièrement vertueux, un endroit qui est totalement exemplaire, qui justement doit montrer à l'ensemble des citoyens comment se comporter dans la vie de la cité. Eh bien, ce que j'ai vu, c'est justement, par contre, l'inexemplarité. Alors, je ne dis pas qu'ils sont à 100% comme cela. J'ai rencontré des ingénieurs du corps des ponts qui sont remarquables. Mais ceux-là, ils sortent de la haute fonction publique, ils partent dans le privé, et là, ils peuvent s'exprimer. Une des grandes analyses qui ressortent de ce livre, c'est que oui, le constat est fort et que ces hommes-là, on a l'impression qu'ils servent leurs intérêts propres plutôt que de servir la France. Nous avons connu, il y a des décennies en France, ce qu'on appelait les grands commis de l'État. Cette heure est passée, écrivez-vous. Eh bien, il suffit de regarder quels sont les grands projets que nous avons en France aujourd'hui. En fait, sur quoi nous vivons aujourd'hui? Nous vivons sur les grands projets passés. Sous l'ère de Gaulle, par exemple? Sous l'ère de Gaulle, sous l'ère Giscard d'Estaing. Ce sont tous ces grands projets qui ont façonné la France et sur lesquels nous vivons encore
et qui ont Comme le Concorde, Feu Concorde, comme le TGV, comme Airbus, comme etc. Airbus, ouais. Ils ont construit la France comme une grande puissance. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on décline. On voit bien qu'on dit. Alors, bien sûr, on va nous parler de la mondialisation, etc. Il y a toujours des excuses à trouver et ils sont très forts pour réorienter le regard ailleurs que sur eux. Mais quels sont les grands projets aujourd'hui? On est bien en peine de les citer. Hein. Et ça, c'est effectivement dramatique parce que nous transformons en pays suiviste. Voilà. Et il n'y a pas de vision. Moi, je n'ai pas vu de personnage avec une vision pour le maritime, par exemple. Or, c'est absolument fondamental pour un pays comme la France d'avoir une véritable vision maritime. Ce que j'ai vu, par exemple, ce qui est tragique, c'est que tous les 5 ans, à peu près, le gouvernement réédite une nouvelle stratégie pour le maritime. Mais il n'y a jamais un bilan qui est fait de la précédente stratégie pour souligner les échecs, les réussites, comment on va corriger ça, etc. Jamais. Et donc on retrouve, grosso modo, toujours les mêmes objectifs. Et c'est absolument tragique, parce qu'on se demande qui pilote. Est-ce qu'il y a un pilote, effectivement, dans l'avion? Alors, quand vous disiez, ils regardent avant tout leur intérêt personnel, eh bien oui, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un grand corps. Ce grand corps est la condition de leur carrière. Et le grand corps a besoin d'avoir des membres brillants, qui réussissent dans la vie professionnelle. Donc le grand corps les protège, les hisse dans les plus hauts postes et demande à ces hauts fonctionnaires loyauté. Donc la loyauté de ces hauts fonctionnaires va avant tout à ce grand corps plutôt qu'à l'État.